Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guadeloupe, actualité. Initie sa charte architecturale et paysagère. Donc en fait c'est un document qui va servir à formuler des recommandations pour les prochaines constructions qui seront faites aux abîmes. Et dans ce cadre-là, la Ville des Abîmes organise plusieurs ateliers. Et aujourd'hui on est à la visite des grands fonds. Donc l'intitulé de l'atelier c'est comment mieux construire dans les grands fonds. Parce qu'il y a beaucoup de problématiques de construction associées aux grands fonds, beaucoup de carrières illicites d'ailleurs. Donc aujourd'hui l'enjeu c'est de discuter des problématiques dans les grands fonds, en quoi les grands fonds c'est un territoire qu'il faut préserver, qu'est-ce qui en fait un réservoir de la biodiversité par exemple, et après comment on peut essayer de concilier l'urbanisation avec la préservation de cet espace, de l'écosystème. Et surtout montrer à la population l'intérêt d'une part des grands fonds, mais l'autre intérêt c'est de construire correctement avec des personnes qui sont aptes à les conseiller au mieux. Là, il faut qu'on se rende compte que vraiment on est dans un pays très risqué et qu'il y a des minimums de sécurité à prendre. Par exemple, quand je passe dans les grands fonds et que je vois des enrochements autour de certaines habitations qui sont en contrebas, ça pose des problèmes. Depuis tantôt, je m'intéresse aux grands fonds et aux mares en particulier. Donc, il y a un travail que j'ai fait avec des jeunes, avec le tout public, et donc c'était une façon de revenir sur les lieux. Ce qu'on a constaté déjà, c'est que les gens avaient déjà leur idée sur les choses. Il y a par exemple des gens qui étaient plus sensibles aux mares, au fait que les mares étaient dégradées aujourd'hui, par exemple que les mares n'avaient plus la même utilisation qu'avant, parce qu'avant il faut savoir que les gens utilisaient beaucoup les mares pour s'approvisionner en eau potable, pour nourrir leurs animaux, et maintenant il y a vraiment un délaissement des mares qui n'ont plus la cote. Donc il y avait des problématiques un peu individuelles. Il y a des gens aussi qui ont parlé de certains projets qu'ils ont, parce que vous voyez aussi l'enjeu de développement économique. Il y a quelqu'un par exemple qui est là, qui veut monter un commerce dans les grands fonds. Donc il venait aussi s'informer de comment mettre en place un commerce qui soit pérenne et comment aussi respecter tout le paysage en fait qui fait la beauté de cet espace. Aujourd'hui, c'était la restitution des travaux menés par la région avec notre consultant, Madame Damarji, et aussi tous les acteurs économiques de la Guadeloupe. Ce que nous en tirons, c'est que nous avons effectivement le soutien de toutes ces personnes, aussi du monde économique, et nous travaillons de manière à démontrer à l'État que l'octroi de mer n'a rien à voir avec la vie chère en Guadeloupe. Pourquoi l'État veut récupérer la taxe ? Il prétend que c'est parce que l'octroi de mer, c'est un facteur de vie chère. Il n'en a fait aucune démonstration, aucune. Ce qu'on lui demande, d'ailleurs, le président l'a rappelé tout à l'heure, on demande, prouvez-le, parce que nous, on a quand même suivi la formation du prix, et on sait que c'est pas l'octroi de mer, le sujet. Ça, on l'a démontré, mais on n'est pas entendu. On ne peut pas faire une réforme au motif qu'en réalité, c'est pour régler le problème de la vie chère, et qu'on se rende compte que le consommateur n'y gagnera strictement rien. Et donc, c'est tromper les Guadeloupéens. Et deuxièmement, on ne peut pas faire perdre des recettes aux collectivités parce que sinon, c'est moins de services publics. Et donc, il va y avoir des conséquences pour les familles, notamment si les mères ne peuvent pas assurer, par exemple, la cantine scolaire. Et puis même le monde économique peut se trouver en grande difficulté parce que nous savons que nous sommes un petit territoire et que les entreprises bénéficient beaucoup de la commande publique parce que ce sont les collectivités qui sous-tendent l'économie lorsqu'elles réalisent des travaux. Et c'est une gestion de proximité, de finesse, en lien avec la stratégie de développement du territoire, des besoins des entreprises, parce qu'on pratique des exonérations à l'importation d'intrants pour les soutenir. On soutient aussi les secteurs du tourisme, de la santé, les missions régaliennes de l'État. Tout ça va nous échapper. Donc toute la gestion du développement économique et social de la Guadeloupe risque d'être compromise, en tout cas dans ses équilibres. L'octroi de mer, c'est plus de 45 voire 60% des budgets de certaines collectivités. Faire disparaître l'octroi de mer sera la mort des collectivités, la mort de la Guadeloupe. Nous allons essayer de travailler de manière à ce qu'on puisse réformer un peu cet octroi de mer, mais il ne faudra pas que l'État puisse prendre cet octroi de mer et la transformer en TVA, sinon on n'aura plus la main, et on ne pourra plus faire ce qu'on veut, on ne pourra plus accompagner les communes
comme nous le faisons actuellement, et nous nous battrons pour pouvoir démontrer, surtout à la Cour des comptes, que l'emploi de biens n'a rien à voir avec la vie chère. Aujourd'hui, ce qui se passe au Cinestar dans le cadre donc de la journée internationale des droits de la femme, c'est l'accès aux droits. C'est une journée consacrée à l'accès aux droits, transgénérationnel. Je fais partie d'une génération qui a connu justement cette évolution et puis je pense que c'est aujourd'hui une importance toute particulière avec ce qui se passe en ce moment et l'inscription officielle du droit à l'avortement dans la Constitution qui a été un des droits emblématiques de ce mouvement des droits de la femme qui a commencé, on va dire, dans les années 45, le droit de vote, et puis ensuite après les années 60. Je pense aussi qu'il est important de parler de l'accès au droit, mais avec une dimension intergénérationnelle, de la petite fille, de la jeune fille jusqu'à la jeune femme, et bien sûr de la personne qui devient une personne âgée. Et que c'est très important de croiser ainsi les différents regards, mais aussi les expériences passées et présentes, de manière à pouvoir partager et se dire et se rendre compte qu'il y a quand même eu des évolutions dans la situation des femmes et dans les différentes mesures effectivement que le gouvernement a pu mettre en place. Et cela n'a pu se faire qu'avec l'aide, mais aussi le combat des femmes. Être là en tant que femme ancienne sportive, on va dire, et puis étant dans le milieu du sport, c'est important. Parce qu'en fait, le but aussi, c'est que les femmes aient accès à tous les niveaux, à tous les pans de la société. Le sport en fait partie. Donc les combats ont été menés par nos prédécesseuses, et puis ça continue. Et en fait, le but, c'est que la nouvelle génération, parce qu'on travaille pour ça, faire en sorte que les femmes revendiquent leurs droits au sport, à la culture, à l'art et à tous les métiers. Et ça, c'est très, très important. La place des femmes guadeloupéennes, moi, je pense que les femmes ont toujours été celles qui ont été mises en avant, qui ont toujours été celles qui ont su démontrer leur capacité à s'investir. Et vous savez, sur le département, nous sommes l'un des départements où nous sommes les plus prolifiques en matière d'entrepreneuriat féminin. Les femmes entreprennent beaucoup. Il y a le public, il y a les associations qui sont par définition évidemment bien impliquées, mais il y a beaucoup aussi les scolaires, et ça c'est important, parce que parmi les scolaires, il y a des filles et il y a des garçons. Et l'idée, c'est de ressortir finalement avec une évidence qu'il y a des hommes et des femmes dans la société et qu'il n'y a pas de différence en matière de droit en fonction du sexe. Il faut que ce soit une évidence. Et par moments, quand même, on s'aperçoit que ce n'est pas encore une évidence. En fait, c'est vrai que l'endométriose, c'est une maladie dont on parle depuis peu de temps. Mais chez I Love Mobile, on a conscience que c'est une maladie qui touche beaucoup de femmes. Il y a plus de dizaines de millions de femmes qui sont touchées par ça en France. Et chez nous, chez I Love Mobile, on a beaucoup de femmes. Et on se rend compte qu'elles sont sur des fonctions souvent debout. Et travailler quand on a des douleurs de règles importantes, c'est jamais très facile. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on pense aux femmes chez nous et qu'on mette en place ce congé menstruel à partir de 12 jours par an. Pour l'instant, c'est pas encore ressorti parce que les salariés ne sont pas encore au courant. C'est une surprise qu'on leur fait, donc ils vont le découvrir là, au fur et à mesure que la presse va relayer l'information. Mais en tout cas, on pense que ce sera quelque chose qui sera bien accepté et qui permettra aussi de valoriser les femmes chez nous. C'est vraiment lié en fait aux pathologies liées à l'endomètre, inflammation de l'endométriose, et puis forcément les femmes aussi qui auront des règles douloureuses sous justificatif du médecin précisant d'une raison qui amène sur des règles incapacitantes invalidantes. C'est tout le groupe, donc c'est Guadeloupe, Martinique, Guyane. En fait, le bien-être au travail, c'est quelque chose de très important pour nous. Et si on le déploie sur les départements, on le fait sur les 2 autres départements également. Oui, notamment l'année dernière, on a été en partenariat avec une association qui s'appelle Liquide Chocolat, qui est une association pour l'endométriose. Donc on a déjà l'habitude de sensibiliser nos salariés à cette cause. Et c'est vrai qu'en agissant, en mettant en place ce congé menstruel, on essaie de faire un grand pas, surtout quand on sait que le Sénat, lui, a rejeté cette mesure. Notre prof nous a proposé de faire un projet et j'ai eu l'idée de proposer un TP senior car en fait on pense souvent aux seniors pour la semaine bleue mais le reste de l'année ils sont oubliés. Et moi j'ai voulu faire passer comme message aujourd'hui qu'on pense à eux même hors période de semaine bleue et du coup là nous sommes en mars en plein mi-carême. Et aujourd'hui, on fait cet TP pour leur montrer qu'on les invite dans ce qu'on fait. On partage notre passion avec eux.
et qu'ils sont tout aussi importants, même si on n'est pas en semaine bleue. Là, on a une classe qui est divisée en deux, 10 élèves qui sont ici avec moi en service, donc service en salle, c'est-à-dire de l'accueil du client jusqu'à son départ, le servir avec, là ici on a aujourd'hui un cocktail, un amuse-bouche, une entrée, un plat, un dessert avec du vin, service des eaux. Et l'autre groupe est avec mon collègue en cuisine. Les élèves sont pratiquement en autonomie, c'est-à-dire qu'ils forment la brigade de cuisine, donc on a le chef, le sous-chef, donc voilà, ils prennent les responsabilités pour pouvoir réaliser le TP d'aujourd'hui. Mais je suis entièrement satisfait de leur travail pour l'instant. Donc on a 30 couverts et on travaille sur la région lyonnaise. Donc ça permet aussi aux élèves de découvrir d'autres produits qui ne sont pas les produits qu'on a ici en Guadeloupe. Nous sommes très heureux d'être là pour participer aux mets qu'ils ont préparés les élèves. Et on voit que c'est une réussite parce qu'on est à plus de 30 personnes ici aujourd'hui. On est très content d'être là. Ils sont souvent isolés et on ne passe pas souvent à ça, même au niveau des moyens par rapport à la retraite. C'est compliqué pour eux. Ils n'ont pas forcément les moyens de s'offrir un restaurant. Et juste le fait de voir que nous, on peut leur offrir la possibilité de venir manger au restaurant et de partager notre passion avec eux, ben, ça nous fait chaud au cœur et on sait que ça leur fait plaisir à eux aussi. Le cocotier donne le fruit coco. Et le cocotier a ses vertus. Déjà, dans un premier temps, en produisant un fruit, le coco, qui est à base de ce coco-là, on pourra faire beaucoup de choses, tant au niveau culinaire qu'au niveau, quand je dis culinaire, ça-à-dire au niveau des repas, de la cuisine, on va dire, aussi au niveau de tout ce qui est douceur, c'est-à-dire gâteau, sorbet, et aussi, il y a aussi l'eau coco, l'eau de coco, il y a le nana à coco, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et puis, c'est comme tu as dit, c'est qu'il y a aussi la partie développement durable par rapport à ça. Donc, le coco et le cocotier, je pense que c'est une filière économique végétale, agricole, qu'il faut développer. Il faudrait que la Guadeloupe aujourd'hui prenne cette orientation-là parce que nous avons beaucoup de fruits de ceux-ci qui ont beaucoup d'atouts, beaucoup de vertus et que pour le coco, eh ben, aujourd'hui, c'est sa fête, on le vénère. Faire bouger le Nord-Grand-Terre, le territoire du Nord-Grand-Terre, c'est un plaisir. Hein. Vous savez, il y a 3 mois, nous étions ici, nous revenons encore une fois de plus dans un autre cadre avec le coco dans tous ses états. Bien, nous sommes aux côtés des partenaires, nous sommes aux côtés de l'association Canal Évolution et puis nous essayons en tout cas de donner de la visibilité à nos artisans et de faire savoir ce que nous savons faire sur nos territoires respectifs. Le coco est utilisé dans toutes ses formes. On a parlé de l'apéro dessert, du vestimentaire, de l'esthétique aussi. On utilise beaucoup les produits pour le corps, la peau et pour même l'intérieur de son corps. Je dirais que c'est une manière en tout cas de permettre à nos artisans de s'exprimer et de montrer le savoir-faire à la population et d'en tirer aussi une rémunération parce qu'on sait que c'est un métier qui est difficile. Et donc nous, les responsables politiques, nous donnons les moyens, dès que possible, de réunir les conditions pour permettre aux artisans de faire connaître leurs produits et d'en tirer une rémunération de leur savoir-faire et de leur travail. Alors, les problèmes du sommeil, les pathologies du sommeil intéressent aussi bien les enfants, les adolescents, les adultes et les personnes âgées. Dans les pathologies du sommeil, on a l'apnée du sommeil qui est connue, mais on a aussi, c'est que le sommeil fabrique, quand on dort, rien ne dort. Le sommeil fabrique des maladies lui-même. Par exemple, on sait que dans le sommeil, il y a des comorbidités dans l'apparition des AVC. Il y en a beaucoup. Les hypertensions, l'obésité, le diabète, les accidents de la route, celui qui somnole au volant la journée, puisqu'il dort mal la nuit, au travail. Donc si on dort mal, on ne peut pas être très bien au travail. Donc c'est les arrêts de travail. On s'est rendu compte qu'à peu près 24% des enfants s'endorment en classe. Donc c'est pas normal que nos enfants s'endorment ou somnolent en classe. Donc le sommeil, c'est un tiers de notre vie. Et beaucoup de maladies se fabriquent la nuit. C'est quelque chose qui est insidieux,
on ne se rend pas bien compte, on banalise les symptômes qui pourraient nous alerter. Et dans les premiers symptômes, il faut savoir que se réveiller la nuit pour faire pipi, c'est pas anodin. C'est cette polyurie, ça fait partie aussi des signaux d'alerte. C'est pas que le diabète qui peut se révéler comme ça ou les problèmes de prostate. Donc il faut savoir y penser. Donc ça c'est un message important. Les femmes enceintes sont souvent oubliées. Là j'étais dans la session justement qui en parlait. Il faut savoir demander à être dépisté par rapport à ça. Les troubles du sommeil et leurs complications, on sait les traiter, hein. On sait les traiter. Moi, je pense que la problématique réside dans le dépistage. Si on forme les enfants, on forme les parents, on forme les enseignants, c'est d'abord le médecin traitant. C'est-à-dire votre médecin traitant, il sait où vous orienter. Le problème, c'est pas le traitement des pathologies, c'est le diagnostic des pathologies. Donc, vous allez voir votre médecin traitant, ils sont formés, ils connaissent très bien. C'est de dire de ces problèmes liés au sommeil, les troubles du sommeil. Et c'est à partir du moment où votre médecin traitant vous demande des bilans spécifiques, et on a des traitements, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment que notre population, qui est pour un Guadeloupéen sur deux en surpoids ou obèse et qui est très fortement touché par l'obésité, prenne pleinement conscience que ce dépistage n'est pas fait juste pour avoir une machine, mais au contraire pour éviter toutes les complications qu'il y a derrière, éviter une insuffisance cardiaque, éviter un accident vasculaire cérébral et avoir un tonus, une meilleure pêche et permettre de maigrir. Parce que quelqu'un qui n'est pas bien oxygéné va pas avoir un métabolisme qui va lui permettre de faire descendre son poids. L'égalité passe par cette possibilité offerte aux femmes dans leur droit de se révéler, de faire en sorte qu'on reconnaisse leur talent à leur juste valeur, à la valeur auquel ils appartiennent. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on lance aujourd'hui. Alors j'espère que toi, madame, toi qui m'entends, toi qui fais de tes mains quelque chose en or et pourtant tu te dis que ce n'est pas grand-chose. Mais oui, c'est important. Nous, on va te permettre, à la ville de Baie-Mahault, mais on va te permettre de pouvoir t'organiser, de le présenter, de le pitcher. Et c'est ça le prix OSE. C'est le prix qui révèle le talent des femmes. Et on a voulu le mettre à notre manière. On n'a pas écrit OSE en français, mais on a écrit OZ pour ces femmes joke. La correspondance que je vois entre ma personne et ce concours, c'est la communauté de valeurs. Soutenir l'entrepreneuriat féminin, c'est soutenir leur émancipation, soutenir potentiellement leur chemin vers l'indépendance financière, puisque on sait aujourd'hui que les violences économiques sont vraiment reconnues aujourd'hui et que là-dessus, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour savoir qu'une femme, une personne et une femme encore plus qui a des ressources financières limitées est globalement limitée dans sa vie, dans les opportunités et qu'ensuite ça a plusieurs impacts sur son estime de soi, sa capacité à se présenter au monde avec fierté, à mettre en avant ses compétences, etc. Le principe même de la Journée internationale du droit des femmes, c'est de faire en sorte que ces femmes se révèlent et qu'il y ait une réelle égalité. On sait que quand une femme se lève le matin, qu'elle arrive à son travail, elle a eu 10 vies, 15 vies avant de pouvoir y arriver. Et même quand elle arrive au travail, elle sera jamais l'égale de l'homme dans les tâches, dans les salaires, dans ses activités. Et même celles qui ne travaillent pas, elles restent à la maison, le travail n'est jamais reconnu ni valeureux. Moi, le message que je souhaite leur passer, c'est que c'est sûr que rien n'est facile, mais que si on s'était laissé depuis longtemps, on le sait, arrêté par toutes les difficultés de la vie qui sont nombreuses, l'entrepreneuriat féminin n'aurait peut-être pas existé. Et on sait qu'on est capable, en fait. Un petit bout après l'autre, c'est clair que si on regarde le montage d'une entreprise en soi comme un énorme projet, ça peut être effrayant, mais tout dans la vie se fait un petit morceau après l'autre. On élève nos enfants un jour après l'autre, on crée une entreprise de la même façon, une pierre après l'autre, un sujet après l'autre. Donc voilà, en regardant les choses de cette façon, on se sent moins impressionné et beaucoup plus capable parce que clairement on l'est. Et il y a une femme d'ici que j'aime beaucoup, Fabienne Youyut, qui dit qu'elle dit que si elle y a droit, on y a tous droit. C'est une réalité. Il faut juste qu'on s'en rende compte et qu'on puisse, pourquoi pas se faire accompagner, mais en tout cas se mettre dans l'action. C'est ça qui permet de concrétiser de belles choses.
C'est de montrer toutes les activités touristiques et de loisirs qu'il peut y avoir en Guadeloupe, et puis pouvoir les montrer sur le même espace à la population, montrer tout ce qu'on peut faire en Guadeloupe. Et on n'imagine pas, il n'y a que les touristes qui connaissent, parce qu'ils potassent les guides touristiques. Mais le Guadeloupéen doit aussi savoir qu'il y a 1001 choses à faire pour vacances à pays là. L'objectif ici, c'est de rencontrer tous les visiteurs, de voir aussi leurs demandes, de présenter nos offres et de voir comment le Memorial Act peut accompagner tout un chacun avec ces différentes propositions, parce que la chance de ce centre d'interprétation de la traite négrière et de l'esclavage, c'est un lieu d'expression, et cette chance, c'est que nous pouvons travailler sur plusieurs domaines. Donc, nous voulons proposer à tout un chacun une expérience particulière. La Caraïbe nous a sollicité, on était obligé d'un petit peu de restreindre, parce qu'on veut mettre quand même l'accent sur toutes les activités locales. Mais nous sommes extrêmement sollicités par tous les offices de tourisme de la Caraïbe. Ça, c'est le stand de la Dominique, mais moi, je représente l'hôtel Fortune. C'est un hôtel 4 étoiles qui se trouve à Roseau. Donc, on est à 5 minutes du terminal bateau, quand vous sortez du terminal bateau. Donc, on a une offre spéciale pour les Antilles françaises où on vous offre un séjour minimum 2 nuits à $371 US par personne et par nuit. Ça inclut le petit déjeuner quotidien. Vous avez une visite, une petite excursion des chutes. On vous offre également une promenade d'observation des baleines et des dauphins tous les mercredis et les dimanches. Donc, si vous venez, n'hésitez pas à mettre votre voyage entre ces 2 jours-là, ça. Et on vous offre également un massage de 30 minutes. Donc, si vous pensez revenir à la Dominique, c'est l'occasion de venir avec cette petite formule-là. Qu'elle se rende, donc c'est entrée libre, et qu'elle se rende pour visiter un petit peu tous les stands et puis préparer des vacances. C'est-à-dire qu'on a les plus belles plages du monde, mais aussi, il n'y a pas que ça. Il y a aussi plein d'activités à faire, ludiques, touristiques, patrimoniales. Donc, ça permet, sur un même espace, de pouvoir découvrir toute l'offre. Cet après-midi, nous sommes là avec fierté, avec bonheur, rassemblés ici avec quelques élus et bien entendu d'autres amis de Cuba qui sont là, des collaborateurs qui sont là. C'était important pour nous de nous retrouver, d'accueillir le ministre des Sports de Cuba, le ministre des Sports de Cuba. C'est à la fois un honneur pour nous, mais une fierté parce que nous participons cet après-midi vraiment à une œuvre de solidarité envers Cuba. Bonsoir, je vais vous exprimer que je suis très content de cet accueil qu'ils m'ont offert. Et très bien accueilli et on est vraiment, on se sent très bon, très bien parce que avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'amour et avec ça vraiment donne envie de continuer et de faire cet interchange au Cuba-Guadeloupe. Nous étions engagés à être aux côtés de Cuba pour pouvoir permettre le développement du sport aussi chez eux, même si Cuba est une grande nation du sport, mais Cuba est aussi un territoire qui est sous-équipé en matière de matériel et aussi de structure. Donc nous avons voulu mettre à leur disposition du matériel de seconde main, d'une valeur de 10 000 €, à la fois des fleurets qui ont été ceux d'une grande championne olympique, Anita Blaz, mais aussi du matériel déjà utilisé du palais Laura Flessel, mais que nous avons remplacé. Nous sommes donc très heureux de pouvoir mettre ça à leur disposition. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.